C'est une histoire de mensonges, de bluff et de stratégie, parce que la réalité semble inacceptable aux yeux des autres et qu'on ne veut pas décevoir. Alors on s'isole, on mise, on triche, on perd, on joue double jeu. Peut-être le mensonge abîme-t-il davantage que la peur ou la honte. C'est aussi l'histoire d'un chemin retrouvé, d'une victoire sur soi-même et d'un jeu révélé. Vous écoutez le 4e épisode de Garçon, et voici l'histoire de Julien. Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans. Je suis arrivé à Paris il y a quelques mois et je viens du sud de la France, de l'Aveyron, un petit village à la campagne qui s'appelle Loupiac. Voilà, mes parents sont dans le milieu agricole. Enfin, mon père était agriculteur, maintenant il est ouvrier. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Enfin voilà, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là à la campagne. Et j'ai décidé de partir faire mes études après mon bac à Montpellier. Donc c'était la première fois que j'arrivais à la ville. Et là, depuis 6 mois maintenant, je suis à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai revu des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, et je voyais dans leur regard qu'il y avait un peu quelque chose qui avait changé. Je sentais que j'avais changé physiquement. Ils m'avaient connu quelques années auparavant, très sportif, je faisais beaucoup de sport, et là pendant mes études en fait je me suis un peu perdu. J'ai pris 25 kilos en 3 ans, ouais, à peu près 25 kilos en 3 ans pendant mes études. Je suis arrivé à Paris, je suis monté sur une balance, je faisais 100 kilos. Moi qui avais jamais dépassé les 80, c'était un choc. Et voilà, donc là, depuis que je suis à Paris, en 6 mois, j'ai perdu 17 kilos. En fait, j'étais dans une longue relation amoureuse. J'ai passé 3 ans en couple avec la personne qui est maintenant mon ex, du coup. Et la dernière année, ça se passait mal. J'ai déménagé pour lui à Aix-en-Provence. Pour ma dernière année d'études, j'ai déménagé pour lui là-bas. Et en fait, déménager là-bas, ça a été, avec le recul maintenant, je le vois, ça a été un calvaire. Voilà, on était ensemble depuis 2 ans. On pensait que enfin vivre dans la même ville, ça allait nous rapprocher, qu'on allait passer les meilleurs moments de notre relation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois, j'étais vraiment pas épanoui dans ma vie. Mes études me plaisaient moyennement. On était rentré dans une routine complète avec mon compagnon. J'ai commencé à m'inscrire sur des jeux de paris sportifs, sur des sites de paris sportifs quelques mois après. Ça a commencé bien sûr tranquillement. Je misais quelques euros, quelques centimes. C'était vraiment pour le plaisir. Je suivais j'adore le sport, donc je regardais tout le temps les matchs à la télé. Je mettais 1 euro, 2 euros. Enfin voilà, je sentais qu'au bout de 2 mois, je regardais à la fin du mois mon compte et je voyais que j'avais misé peut-être 50 euros sur le mois. Et je me disais, ah ouais, quand même, j'ai perdu 50 euros. Je m'en étais même pas rendu compte. Et là, en fait, j'ai commencé à rentrer dans un engrenage où je voulais absolument rattraper ce que j'avais perdu. J'ai commencé progressivement à augmenter les mises, 5 euros, 10 euros. Parfois, je gagnais, j'étais euphorique. J'allais voir mon compagnon, on passait des super moments ensemble, j'étais super, super heureux. Et puis quand je perdais, j'étais au fond du gouffre complet. J'allais voir mon compagnon, je lui faisais vivre un calvaire en fait. Je m'en rendais pas compte, mais je regardais tout le temps mon téléphone, voir les scores. Est-ce qu'il y avait eu un retournement de situation dans le match sur lequel j'avais parié. En fait, jamais je lui avais dit ça. J'allais aux toilettes pour parier. Enfin, je me cachais vraiment pour aller miser sur les applications, etc. Enfin, c'était vraiment devenu, obsessionnel vraiment. Donc ça a duré quelques mois. Et puis après, on est parti en voyage avec mon compagnon au Sri Lanka, donc à l'autre bout du monde. On est parti 1 mois en sac à dos, vraiment déconnecté, avec nos téléphones, mais voilà, sans plus. Donc j'ai été obligé de mettre un peu de côté les paris pendant quelques temps. Mais à la moitié du voyage, au bout de 2 semaines, on a eu un hôtel avec une bonne connexion Wi-Fi. La première chose que j'ai fait, c'est aller voir mon application de paris sportifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je me suis dit, bon allez, c'est cool, je suis en voyage, je vais parier, voilà,
quelques euros. Et en fait, ce jour-là, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'avais envie de miser beaucoup plus, j'étais un peu euphorique, j'étais à l'autre bout du monde. Je me suis dit, allez, tu t'en fous, claque. Et là, j'ai fait ma première mise de 200 euros, je crois que c'était. Donc j'ai fait un pari, 200 euros. J'ai gagné. Donc j'ai gagné 600 euros, j'avais multiplié par 3 ma mise. Très content, hilar. On va à la plage, trop cool, viens, je te paye des verres. Enfin, voilà, hilar. Et le soir, on rentre à l'hôtel, je me dis, bon allez, je vais encore miser sur quelques matchs. Donc je regarde les matchs. Avec le décalage horaire, c'était les matchs de NBA aux États-Unis, donc parfait. J'adore le basket. Je me dis, bon allez, je commence à parier, 100 euros, je perds. Je me dis, merde, j'ai envie de rattraper ça. 200 euros, 300 euros. Et en fait, les 600 euros que j'avais gagnés, je les ai perdus en 5 minutes. Et j'ai redéposé de l'argent et j'ai refait un pari. Enfin, au final, les 600 euros que j'avais gagnés dans l'après-midi, je les ai reperdus le soir en 5 minutes. Ça a été le calvaire. Toute la fin du voyage, en fait, les 2 dernières semaines, j'ai fait que penser à ça. Vraiment, c'était obsessionnel, ça tournait en boucle dans ma tête. Putain, t'as perdu. Je pensais qu'à ça, qu'à rattraper cette perte. Tout ça, je le cachais à mon compagnon. Je lui disais rien. Il voyait forcément que j'étais pas dans mon assiette, que j'avais l'esprit ailleurs, mais il se doutait de rien. Et donc les 2 dernières semaines du voyage, on avait beaucoup de disputes, j'étais un peu absent, j'étais pas bien dans ma peau, et du coup ça se ressentait, je pense, dans la façon d'appréhender le voyage. Bon, voilà, on est rentré en France et ça a continué. Le pire est arrivé en fait après, une fois que je suis rentré, qu'on est rentré en France. Donc j'étais encore étudiant et j'avais besoin d'un job étudiant pour payer mes études, parce que bon, j'avais pas envie de recevoir de l'argent de mes parents. Enfin, ils roulent pas forcément sur l'or, donc j'avais envie de pouvoir être indépendant. Donc j'ai trouvé un boulot de veilleur de nuit dans un hôtel. Je faisais ça le week-end, donc 2 soirs par semaine, le vendredi et le samedi. Et le reste du temps, la semaine, j'allais en cours forcément. Et en fait, j'ai vraiment sombré à cette période-là. Déjà, j'étais seul dans un hôtel au bord de l'autoroute à Aix-en-Provence la nuit. Donc de 22h à 7h du matin, j'étais seul. Bon, il y avait des clients jusqu'à minuit, mais après vraiment, je voyais plus personne de la nuit. J'étais vraiment seul avec moi-même, dans un lieu un peu froid, un peu glacial. J'étais ma propre compagnie, donc le premier truc que je faisais, c'est sortir mon téléphone. Avec le décalage horaire, toujours pareil, c'était les matchs de NBA aux États-Unis. Je bossais la nuit, donc parfait pour les matchs. Et là, vraiment, c'est devenu dangereux. J'avais déjà perdu, je sais pas, depuis le début que j'avais commencé, j'avais dû perdre 1500 euros, un truc comme ça, en 6 mois. Et là, quand j'ai commencé comme veilleur de nuit, j'ai perdu peut-être 3000 euros. C'était des économies que j'avais fait depuis des années, etc., et que je mettais de côté pour des projets futurs. Enfin voilà, j'ai toujours bossé dans ma vie pour mettre de l'argent de côté, pour assurer ma stabilité financière. Et là, j'avais tout dilapidé en quelques mois. C'est à cette période-là que on s'est plus ou moins séparé avec mon ex, les ruptures s'enchaînaient, on se séparait, on se remettait ensemble, etc. Les premiers mois à Paris, ça a été assez bizarre. J'étais toujours plus ou moins avec mon ex, donc il montait quelques fois à Paris, j'allais le voir un week-end de temps en temps dans le sud. Je m'étais dit, bon allez, j'arrive à Paris, j'arrête de jouer, voilà, ça sera ton nouveau départ, il faut que t'arrêtes. C'est fini. J'arrive dans la boîte, bonjour, je me présente, etc. Et ma maître de stage me dit, Julien, écoute, tu vas bosser sur un projet avec cette fille. Elle me présente ma collègue, elle me dit, tu vas bosser pour notre plus gros client. Et il se trouve que ce client, c'était un des plus gros opérateurs de jeux en ligne en France. Donc là, je me suis dit, bon, toi qui as ce problème-là avec les paris, tu vas te retrouver à bosser 8 heures sur 24 sur ça. Le karma te dit vraiment, il faut que t'arrêtes. Mais en fait, bosser comme ça dessus toute la journée, ça me faisait encore plus penser à ça, et je n'avais qu'une envie le soir en rentrant, c'était jouer. Donc ça a duré au moins 2 mois, mes 2 premiers mois à Paris. Et ensuite, mon copain m'a vraiment quitté cette fois-ci. Ça y est, définitivement, je savais que c'était la fin. Il voulait plus me revoir. Voilà. Il m'a dit ce qu'il pensait de moi. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit t'es devenu insupportable. Je te reconnais plus. T'es plus la personne que j'ai connue. Il me dit t'as pris du poids, tu t'en rends même pas compte. Je te dis de faire attention, tu le fais pas. Enfin voilà.
On a eu beaucoup de disputes et là cette fois-ci c'était vraiment terminé. Mon compagnon n'a jamais su que j'étais tombé dans l'addiction en fait. Mais personne en fait de mon entourage ne le savait. C'était vraiment au début, voilà, je le disais, je me suis inscrit, j'ai joué 1 euro, 2 euros, forcément voilà, je le disais. Et puis après je disais plus rien. Et là même mes plus proches amis, mes parents, personne ne le savait. J'étais vraiment seul face à ce problème-là. Et en fait j'ai décidé de lui dire après. Une fois qu'on se soit séparés, je lui ai dit 1 mois après, on s'est revus. Je lui ai avoué, je lui ai tout avoué, je lui ai expliqué pourquoi pendant notre voyage au Sri Lanka, la deuxième partie, j'étais mal dans ma peau, enfin j'étais pas épanoui, pas pleinement heureux. Il l'a très mal pris. J'ai fait l'effort, enfin pour moi c'était une délivrance. Voilà, je lui disais, je lui racontais, je lui expliquais pourquoi depuis des mois j'étais comme ça, pourquoi j'étais pas bien dans ma peau, pourquoi j'étais pas heureux, etc. Voilà, pour moi, c'était la délivrance. Je voulais lui dire pour que ça tourne la page. Et en fait, sa réaction, ça m'a fait un peu de mal. Il a pris ça comme vraiment, ça fait des mois que tu me mens, je sais même pas qui tu es. Vraiment, j'ai bien fait de te quitter. Enfin, voilà. Voilà. Avec du recul, je le comprends. Vraiment, je le comprends parce que c'est vrai. Je lui ai menti au final. Je lui ai menti pendant plusieurs mois. Enfin, j'ai menti à tout le monde. Je me suis même menti à moi-même parce que pour reconnaître déjà que j'avais cette addiction-là, ça m'a pris du temps. J'ai dû faire des efforts, reconnaître que j'étais faible face au jeu. Vraiment, ça m'a pris du temps. Et l'avouer à quelqu'un d'autre, c'était pour moi impensable. Principalement par honte, en fait. Avouer aux gens que j'étais tombé là-dedans, que j'étais... Ouais, je crois que la honte, c'était la principale raison pour laquelle j'en ai parlé à personne, la honte. Et puis aussi, c'était quelque chose vraiment qui me permettait de me retrouver seul avec moi-même. C'était quelque chose qui faisait partie de moi, mais je le faisais que quand j'étais seul chez moi. Enfin, seul chez moi ou avec mon ex. Mais voilà, c'était quelque chose qui m'appartenait. J'avais l'impression que quand je pariais, quand je regardais des matchs, que je me disais, allez, j'espère que le score va se renverser. Enfin voilà. Ça me permettait de me retrouver, j'étais seul avec moi-même, je ne pensais à rien d'autre que le match, voilà, ça me permettait de ne pas penser à autre chose. C'est vrai que j'ai jamais fait le parallèle entre cette addiction-là et les mensonges qui ont découlé de cette addiction-là et mon homosexualité. Ce sentiment de honte, je pense que je le ressentais aussi quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à découvrir mon homosexualité, etc. Je l'ai découvert assez jeune, vers 14-15 ans. J'avais des bons amis au foot, tout le temps ils me parlaient de meufs, pourquoi tu traînes toujours avec des meufs, laquelle tu veux te pécho, parce que j'ai toujours traîné avec des amis filles. Et moi je disais non mais je me les fais de toute façon, enfin voilà, je jouais le jeu du garçon hétéro, hétéro de base. Bon, les clichés évidemment, ça y allait, en veux-tu en voilà, dans les vestiaires, allez les gars, on n'est pas des PD, enfin voilà, les phrases classiques évidemment. En fait, j'ai fait mon coming out à mes proches amis assez tôt. J'étais en seconde, j'ai 1 an d'avance, donc je devais avoir 14-15 ans. Je l'ai su assez rapidement à l'adolescence. Voilà, les filles m'attiraient pas vraiment. Pendant 3 ans environ, il y avait que mon cercle rapproché d'amis filles qui le savaient que j'étais gay. J'étais homo. On était 6 en tout dans le secret, voilà, c'était mon groupe vraiment resserré et personne d'autre le savait, ni au lycée, ni à l'extérieur avec les autres gens des autres lycées de la ville. Et pourquoi je ne voulais pas le dire, en fait, depuis que j'ai 6 ans, je fais du foot dans ma petite ville. Je jouais au club de Foissac quand j'étais tout petit, puis après au club de foot Vallée du Lot. Et donc j'adorais ce sport, vraiment, j'aime toujours le foot, c'est ma passion. Je me sentais pas prêt au lycée avec le regard des gens, à assumer qui j'étais, donc je voulais simplement le dire à mes plus proches amis. J'ai commencé le foot à 6 ans à peu près, et bien sûr l'homosexualité c'est pas des questions qui se posent à cet âge-là, de 6 à 12 ans, enfin voilà, c'est vraiment pas des questions que les gens se posent et c'est normal. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai commencé à sentir la pression sociale des autres garçons du foot qui présentaient leurs copines venaient les voir au match, ouais Jordan t'es avec ta meuf, enfin voilà, les petits chambrages normal
dans un vestiaire. Et c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions à cette époque-là. Moi qui avait jamais vraiment ressenti de désir ni d'attirance pour des filles, je me disais, voilà, joue le jeu, ça viendra plus tard. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Et quand j'ai vraiment commencé à ressentir du désir, de l'attirance pour les hommes, c'est là où ça a commencé à devenir un peu dur pour moi, puisque forcément en grandissant vers 13, 14, 15 ans, l'adolescence c'est quelque chose de difficile à traverser dans tous les cas. Et en plus, rajouter l'homosexualité, le mensonge, se découvrir soi-même pour pouvoir ensuite s'affirmer, enfin, c'est quelque chose que je faisais pas et qui était pas envisageable pour moi à cet âge-là. Je pense pas que la proximité avec les garçons dans le vestiaire ou quelque chose comme ça m'a... Non, je ressentais pas d'attirance pour mes camarades du foot, non. Mon homosexualité, je l'ai découverte, je pense, à cause de la pornographie sur Internet. Comme tout le monde, à 13, 14, 15 ans, on tombe sur des films porno à la télé, encryptés sur Internet. Je sentais que je regardais plus le garçon. Enfin voilà, je sentais plus de désir pour les garçons. Mais non, quand j'étais au foot avec mes camarades, et pourtant dans les vestiaires, la nudité est présente. Je prenais ma douche nu avec mes potes. Non, j'ai jamais ressenti de désir pour eux. Vraiment pas. En y réfléchissant, c'est vrai que j'ai jamais ressenti de désir pour mes camarades du foot. C'est vrai que j'ai commencé tôt, j'ai toujours vécu dans cette ambiance vestiaire. Enfin, j'ai grandi avec ça finalement. J'ai toujours fait du foot. Et c'est vrai que la nudité entre hommes dans le vestiaire, c'est jamais quelque chose qui m'a fait fantasmer ou qui m'a fait découvrir mon homosexualité. Non, pas du tout. Au contraire, j'avais tellement peur que mes potes du foot découvre cet aspect-là de moi que je voulais je jouais la virilité à son paroxysme. Enfin, j'essayais de faire comme tout le monde. Enfin voilà, j'avais aucun problème, je me mettais nu. J'ai jamais vécu l'expérience vestiaire, douche collective comme un objet de désir ou quelque chose comme ça. Au contraire, pour moi, un vrai homme à l'époque, c'était l'image que je voulais donner. J'étais capitaine de mon équipe de foot, j'étais respecté par mes coéquipiers. Enfin voilà, je sentais que j'avais une importance dans l'équipe. Enfin, mon avis comptait. Je sais que le coach venait me parler pour me demander des avis sur d'autres joueurs, etc. Enfin voilà, j'étais quelqu'un d'estimé dans le vestiaire, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Et voilà, pour moi, un vrai homme à l'époque, c'était quelqu'un qui jouait très bien au foot, qui prenait sa douche nue avec ses potes, parce que faut pas croire, certains sont pudiques à cet âge-là et tout le monde ne prenait pas sa douche. Donc j'ai moi-même dû avoir des réflexions qui ont pu blesser, je pense, ceux qui ne voulaient pas prendre leur douche. Non, j'allais jamais jusqu'à dire des phrases homophobes que répétaient mes camarades, mais j'ai pu être blessant, je pense, en y réfléchissant. Quand je voyais des potes qui prenaient pas leur douche, je leur disais t'as peur de montrer ta bite, petite bite, enfin voilà, les trucs classiques de l'adolescence. Enfin voilà, je voulais vraiment exacerber cette virilité. En fait, je pense que j'ai été tout simplement élevé aux clichés, vraiment. Les clichés et les coachs aussi, les coachs dans le sport, ils banalisent ça, ce moment dans les vestiaires, il est vraiment banalisé, donc pour moi c'est allez, tout le monde à la douche, voilà, c'est un moment de communion, tout le monde se met nu, c'est comme ça, et ceux qui ne le font pas sont un peu exclus de l'équipe, voilà. Donc on est entre hommes, sous la douche, nus, et on rigole, on débriefe le match. Pour moi, être un vrai homme, c'est complètement ridicule, j'en ai conscience maintenant que je le dis, mais voilà, c'était ça. Quand je regarde mon adolescence et cette période foot, il y avait pas mal de codes. Donc déjà, ça a commencé par l'arrivée au stade en scooter. Donc ça, c'était la première chose. On arrivait tous avec notre scooter. Donc il fallait avoir le dernier scooter à la mode, évidemment débridé, qui roulait à 90 quand c'était limité à 50. Enfin voilà. Ensuite, on arrivait dans le vestiaire. Donc moi j'étais capitaine, on s'habillait, etc. Et après je devais faire mon discours de capitaine, motiver les troupes. Ensuite le match avec ses propres codes, la mi-temps, on rentre au vestiaire, à nouveau une déclaration, la fin du match et le vestiaire où on se change et on se douche. Je pense que c'était très codifié. Il y avait le scooter, bien jouer au foot, se doucher nu. Enfin voilà, c'était les trois qui te donnaient une importance dans le groupe, qui te faisaient exister finalement aux yeux des autres camarades du foot. Maintenant que j'y pense, à chaque fois que je rentrais du foot, ma mère me disait bon, ça a été le foot, tu t'es douché avec les copains? Bon, je disais oui, ben ouais, comme d'hab, enfin voilà quoi, normal. Parce qu'en fait, il y a une période où j'avais dû faire 3-4 matchs où voilà, j'étais un peu timide et je m'étais pas douché parce qu'on avait une nouvelle équipe, etc. J'étais rentré de chez moi à la maison, j'étais pas douché, j'étais allé me doucher. Ma mère m'avait dit mais tu te douches plus au foot?
Et moi, je lui avais dit non, 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 j'avais pas envie. Enfin voilà. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je rentrais du foot, elle me demandait ça a été, tu t'es douché, t'as pris ta douche. C'est une question qui peut paraître banale, mais moi, je la sentais vraiment à l'époque comme euh, pour elle preuve de virilité. Vraiment, c'était est-ce que t'as pris ta douche avec les autres, est-ce que t'es vraiment un vrai garçon, parce que oui, c'est vrai que l'homosexualité, ça a toujours, enfin, le sexe en général, les histoires d'amour, ça a été toujours un énorme tabou à la maison depuis que depuis toujours en fait, ça a toujours été un gros tabou. J'ai jamais parlé ni de filles ni de garçons à mes parents, ma sœur pareil. Enfin voilà, c'était un sujet très tabou pendant mon adolescence. Je pense pas qu'ils aient vraiment un problème avec l'homosexualité. Je pense qu'ils ont juste un problème avec le regard des gens. J'ai fait mon coming out à ma mère il y a pas très très longtemps, enfin à mes parents, pas qu'à ma mère d'ailleurs, je dis à ma mère parce que c'est elle qui a le plus réagi finalement. En fait, j'ai fait mon coming out à mes parents il y a pas très longtemps, il y a 2 ans je pense. Donc ça faisait longtemps que j'étais parti de la maison, ça faisait longtemps que je les voyais plus tous les jours puisque j'habitais loin. Mais voilà, je leur ai écrit une lettre et la première chose que m'a dit ma mère le soir où elle a lu cette lettre, donc elle m'a appelé au téléphone et elle m'a dit oui, j'ai lu ta lettre et elle m'a dit mais ça va pas être possible en fait, les voisins ils vont dire quoi? Voilà, premier truc qu'elle m'a dit, les voisins ils vont dire quoi? Ça m'a un peu sidéré parce que bon voilà, j'avais fait l'effort de lui écrire une lettre, de lui avouer qui j'étais. Le premier truc qu'elle trouve à me dire, c'est et les voisins ils vont dire quoi? Et le reste de la famille. Ouais, parce que ma mère a 9 frères et sœurs, ils sont 10 en tout, et donc il y a 6 sœurs, et c'est un peu la compétition informelle entre les 6 sœurs de qui aura la meilleure vie, qui aura les enfants qui réussissent le mieux, qui aura les plus beaux enfants, la plus belle réussite, etc. Et donc pour ma mère, c'était mais inconcevable d'avoir un fils homosexuel et d'en parler dans la famille, enfin que ça se sache pour la famille, les voisins, les gens. Voilà, j'ai encaissé, je l'ai laissé digérer. Je m'attendais finalement à ce genre de réaction parce que je connais ma mère, je savais qu'elle allait réagir un peu comme ça. La semaine qui a suivi mon coming out, elle m'a envoyé des textos pour me faire un peu culpabiliser. Donc elle me disait papa dort pas la nuit, tu te rends compte de ce que tu nous fais vivre, mais ressaisis-toi, ça va pas du tout. Enfin voilà, ce genre de trucs qui sont bon finalement ridicules parce que je pense qu'au fond elle s'en doutait. Bon, d'après ce qu'elle me dit, elle s'en doutait pas du tout. Je suis persuadé qu'elle le sait au fond d'elle depuis des années que voilà que les filles c'est pas mon truc. Je suis persuadé qu'elle le sait. Et elle a jamais voulu m'avouer qu'elle le savait depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave. En fait, mon coming out, je l'ai fait parce que j'étais en couple avec le même garçon depuis 1 an et demi à peu près. Ça faisait un an et demi. J'étais vraiment épanoui. Enfin, c'était un peu le gendre idéal. Voilà, le garçon que j'avais finalement enfin envie de présenter à la famille. Et en fait, un week-end, ils sont venus me voir là où j'habitais à l'époque, c'est-à-dire à Aix-en-Provence. Ils sont venus me voir un week-end à Aix-en-Provence, là où habitait aussi mon copain de l'époque. Et je leur dis, bon bah écoutez, par contre. Si vous venez, ben, on se fait un repas avec mon copain. Voilà, comme ça vous le rencontrerez. Et ma mère n'a vraiment pas voulu. Elle m'a dit non mais on vient pas pour ça, on vient pour te voir toi, c'est toi qu'on veut voir. Il est hors de question que tu fasses venir quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est hors de question. Et là j'ai haussé le ton et j'ai dit à ma mère écoute, soit tu viens et tu le rencontres, sinon tu restes à la maison et tu viens pas. Et finalement, après discussion avec mon père, ils ont décidé de venir. Ils l'ont rencontré. En fait, mes parents sont toujours un peu grande gueule quand ils sont pas en face de la personne, mais en fait quand ils sont arrivés en face de mon copain de l'époque, et ben de suite grand sourire, bonjour, comment ça va, enchanté, on est les parents de Julien, enfin voilà. Toujours dans l'image, face aux gens, il faut faire la poker face, voilà, face aux gens, on dit rien. Et en fait, au final, depuis ce jour-là, mes parents acceptent beaucoup mieux mon homosexualité et j'arrive même à en parler avec eux. Bon, ils veulent toujours pas que j'en parle au reste de la famille, mais au moins, on peut en parler entre nous. Le premier jour où je suis arrivé à Paris, donc ça faisait vraiment, j'ai pris le train et le soir, je revois une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps. C'est une amie d'enfance qui vient comme moi de l'Aveyron. J'ai fait collège, lycée avec elle. C'était une du groupe de 6 qui était dans la confidence de mon homosexualité à l'époque. Donc vraiment une amie très très proche. J'ai grandi avec une de mes meilleures amies. En fait, on passe une super soirée, on se retrouve. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. On est dans un bar à Paris, dans le Marais. Enfin voilà, un super
un super moment. Et en fin de soirée, ma copine reçoit un coup de téléphone et elle apprend que son copain est décédé dans un accident de voiture. Voilà. Elle l'apprend au téléphone devant moi, alors que je l'avais pas revu depuis plus d'un an. J'avais jamais rencontré son copain encore parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble. Mais elle me raconte que c'est vraiment le bon. Elle avait passé toute la soirée à me raconter j'ai trop hâte que tu le rencontres. Vraiment, c'est le bon. Alors c'est une fille qui m'avait jamais parlé de garçon, etc. Enfin, je savais que c'était quelque chose d'intense pour elle. Et donc en fin de soirée, elle reçoit ce coup de téléphone. Je vois son visage se décomposer. On était tous les deux. Je suis un peu paralysé. Comment gérer la situation. Enfin, c'est d'un coup le ciel tombe sur la tête. Enfin, c'est quelque chose de voilà. Une déflagration. Je vois son regard. Elle me dit, je la revois. Elle me dit, Julien, c'est Jacques. Il est mort. Voilà, là le ciel me tombe sur la tête. Enfin voilà, c'était. On se lève, on part du bar, elle titube, voilà, je la retiens et je lui dis bon écoute, assieds-toi. Et là j'ai eu un déclic, je me dis bon allez, assieds-toi, je suis le seul qui est là pour toi, donc je vais prendre en main la situation, je vais gérer ça. Donc première chose que je fais, c'est j'appelle la mère de ma copine. Elle était en pleurs au téléphone parce qu'elle le connaissait et que c'était le gendre idéal, le garçon qu'elle avait toujours voulu pour sa fille, etc. Donc je dis, je suis au téléphone et je dis écoute Martine, je suis avec Chloé là, je m'en occupe, t'inquiète pas. Je la ramène chez elle, je la mets sous la douche et je réserve des billets d'avion pour la première heure le lendemain matin pour qu'elle rentre retrouver sa famille et s'occuper de tout ça. Enfin voilà. Bon évidemment on n'a pas dormi de la nuit et le lendemain matin on est allé à l'aéroport à la première heure et je l'ai accompagné jusqu'au bout finalement. Ça, c'est arrivé le premier jour où j'arrive à Paris. J'étais arrivé à Paris avec plein d'espérance. Je m'étais dit, voilà, nouvelle ville, nouveau départ. J'arrête toutes ces histoires d'addiction. Je me reprends en main, je me remets au sport, je vais perdre du poids. J'arrive à Paris, il se passe ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. J'arriverai jamais à remonter la pente. Enfin, voilà, j'ai réfléchi pendant longtemps à pourquoi c'était arrivé à ce moment-là. On n'était même pas censé se voir ce soir-là avec ma copine et on s'est vu. C'est arrivé ce soir-là. J'étais moi avec elle. C'était pas quelqu'un d'autre. Voilà, ça m'a fait réfléchir pendant très longtemps et c'est vrai que ça m'a travaillé pendant plusieurs mois et j'arrivais pas à penser à autre chose en fait. Voilà, les 2 premiers mois à Paris, j'avais du mal vraiment à penser à autre chose. J'étais à fond dans cette histoire, voilà, pourquoi ça tournait en boucle. Et puis finalement, après quelques semaines, quelques mois, j'ai appris à relativiser. J'ai compris que si j'avais été là, c'est que parce qu'il y avait sûrement une raison, il fallait que je sois là pour elle, etc. J'ai avancé. Ça a peut-être été le point de départ aussi de ma reprise en main, cet événement. Parce que je me suis dit, bah écoute, voilà, la vie, t'en as qu'une. Est-ce que t'as envie de passer ta vie endetté j'ai jamais été endetté à cause des jeux d'argent, mais voilà, est-ce que t'as envie de tomber dans ce cercle vicieux, t'endetter toute ta vie, tu vas le regretter? Ou est-ce que tu préfères profiter de la vie, vivre ta vie? Voilà, je pense que je l'ai ressenti un peu comme ça à ce moment-là. Et ça a été pour moi vraiment le déclic, un peu ma renaissance entre guillemets. Je me suis inscrit dans une salle de sport, j'ai arrêté de grignoter, je me suis interdit à vie de tous les sites de Paris. Et ça, c'était juste avant la Coupe du Monde de foot. Événement suprême pour les parieurs. Je me suis dit, écoute Julien, c'est la Coupe du Monde de foot, ton objectif c'est tu ne mets pas un seul euro sur un seul des matchs de cette putain de Coupe du Monde. Tu peux te bannir à vie de ces sites. Il y a un onglet jeux responsables et dans l'onglet jeux responsables, tu trouves exclusion définitive. Voilà. Donc on peut choisir notre durée d'exclusion. C'est fait exprès. T'es obligé de justifier ton identité. Donc t'envoies ta carte d'identité, t'envoies ton RIB. Tout est contrôlé. T'as un numéro d'identifiant à ton nom. Enfin voilà. Là, si un jour je veux me réinscrire sur un site de Paris, je vais être obligé de rentrer ma carte d'identité et ils verront que je fais partie du fichier qui s'est interdit de jouer, donc ils supprimeront immédiatement mon compte. Voilà. Donc là maintenant je ne peux plus jouer sur des sites de paris en ligne. Donc il y en avait une dizaine environ et sur tous j'ai été un par un me bannir à vie. C'est-à-dire que même aujourd'hui je ne peux plus m'inscrire sur ces sites, je me suis moi-même blacklisté. Et du coup j'ai passé la Coupe du Monde sans parier un seul euro et ça a été vraiment le signe pour moi que j'étais capable de me relever de ça et de passer au-dessus. Donc je travaille dans la publicité maintenant, je suis
chargé d'études médias, donc c'est à la fois des médias, à la fois de la publicité. Je fais des analyses de concurrence sur les investissements publicitaires, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose, les chiffres, ça m'a toujours plu. Enfin, ce que j'aimais dans les paris aussi, c'était essayer de faire passer la plus grosse cote, parce que quand on combine des paris, on peut augmenter les cotes. Enfin voilà, j'ai toujours apprécié ça, calculer un peu ce qui pouvait se passer, combien je pouvais gagner avec ça. Enfin voilà, les chiffres, j'ai toujours adoré ça. Même si j'ai un côté très littéraire, j'ai aussi un côté un peu scientifique avec les chiffres. Je pensais que j'allais pouvoir trouver la solution pour, en gros, soutirer de l'argent aux sites qui font ces paris-là. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi plus intensément avant. Mais tout est fait pour te faire jouer plus, tout est fait pour te faire perdre de l'argent. Si une cote est si élevée, c'est peut-être parce que tout est calculé. Moi, je jouais vraiment dans l'espoir de craquer le jeu, devenir peut-être pas devenir riche, j'avais pas cet espoir-là, mais vraiment gagner de l'argent. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, j'essayais de suivre des parieurs professionnels qui vraiment en ont fait leur métier, et j'essayais de calculer le retour sur investissement, je faisais des tableaux, j'avais des tableaux Excel, je mettais des formules, si je fais passer une cote à telle valeur, je pourrais investir tant d'euros dans un autre pari. Enfin voilà, j'essayais de rationaliser finalement cette addiction qui n'était pas du tout rationnelle. C'était vraiment une science. J'essayais de trouver la formule qui me ferait gagner en fait. Donc ouais, j'ai trouvé mon CDI dans la pub, beaucoup de chiffres, c'est quelque chose qui me stimule. Et pour moi, oui, voilà, affirmer son homosexualité dans l'entreprise, ça a toujours été, depuis le peu de temps que je travaille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, d'affirmer qui je suis dans l'entreprise. Parce que je viens de province où je devais me cacher, ne pas dire qui j'étais, etc. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, mais écoute, c'est ton homosexualité, tu ne la cacheras plus à personne. Donc, que ce soit avec mes amis forcément, sur les réseaux sociaux ou dans l'entreprise, je ne voulais plus mentir et plus me cacher. Maintenant, à chaque fois que je serai dans une nouvelle entreprise, je saisirai l'opportunité, le moment opportun, de glisser le fait que je suis gay, je le dirai. Là, c'est assez marrant, dans mon entreprise actuelle, ça faisait peut-être 3 semaines que j'étais arrivé, et j'allais aller au concert de Britney Spears. Donc j'en parle à la machine à café avec un collègue. Enfin voilà, je lui dis bon, j'ai trop hâte ce soir, concert de Britney Spears. Et en fait, ce collègue, c'était lui qui la veille m'avait dit oh, t'es chaud, Julien, pour rejoindre l'équipe de foot de l'entreprise, ça serait super. Et moi, je lui dis bah ouais, carrément, je suis gardien depuis des années. Enfin voilà, je fais du foot depuis super longtemps. Je serais ravi de rejoindre l'équipe. Et donc là, je lui dis que je vais aller voir Britney Spears en concert. Et la première chose qu'il me dit, c'est ah ouais, tu fais du foot, t'es gardien et tu vas aller voir Britney Spears. Et je lui dis bah oui, pourquoi? Il me dit non, je sais pas, c'est surprenant. Donc voilà, les clichés ont un peu la vie dure, et j'en ai profité là pour lui dire bah oui, Britney Spears, c'est une icône gay, je suis fan d'elle depuis des années. Et voilà. Et là il m'a dit ah d'accord, t'es gay. Enfin voilà, donc c'est quelque chose que je ne crie pas sur tous les toits. Enfin, je vais pas arriver dans l'entreprise et dire la première chose, je suis gay, mais dès que je sens une opportunité de le caser dans la discussion, voilà, je le dis. Comme ça, c'est fait et c'est plus à faire. C'est vraiment pas un problème pour moi, et j'ai pas envie que ça le soit. J'ai vraiment envie de banaliser ça et de le faire naturellement. Je pense que je me suis beaucoup menti à moi-même, déjà dans mon adolescence via mon homosexualité. Quand je suis tombé dans mon addiction, quand je suis tombé dans ma prise de poids, enfin voilà, je voulais pas m'avouer les choses, je voulais pas me dire à moi-même que j'étais capable de ces excès-là. Et voilà, je me mentais à moi-même, je mentais aux autres. Tout ça fait partie de je veux être en accord avec qui je suis vraiment, je dis qui je suis, j'ai pas de problème avec ça, j'ai plus aucun problème à dire que j'ai été un accro au jeu d'argent. J'en ai parlé du coup par la suite à mes amis. Bon, je l'ai pas dit à mes parents parce que j'ai pas envie de leur dire, pas parce que j'ai envie de leur mentir, mais parce que j'ai pas envie de les inquiéter. Voilà, c'est quelque chose qui est passé, qui ne reviendra pas. J'en suis sûr maintenant et certain que ça ne reviendra pas. Mais voilà, j'en ai parlé avec mes amis et j'ai plus aucun problème avec ça. J'ai eu des moments de faiblesse, j'ai eu des moments de doute où ça allait pas bien. Et je suis tombé là-dedans, voilà, maintenant je le dis, et j'ai aucun problème avec ça, avec le fait d'avoir été mal à une période de ma vie, et maintenant d'aller mieux, et d'en parler. J'ai plus de problème avec ça, et voilà, je ne mens plus à moi-même, et je ne mens plus à personne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles sur iTunes
un pouce bleu sur YouTube et des commentaires un peu partout. Vous pouvez suivre Garçon sur les réseaux sociaux, @garçonpodcast, et m'écrire à l'adresse suivante, antoine@garçonpodcast.fr. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, je vous invite à jeter un coup d'œil à la description de cet épisode ou sur le site garçonpodcast.fr. Merci d'avoir écouté et à très vite avec de nouvelles histoires de garçons.